Bonjour et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informée. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins, disait un certain Michel. Alors si on ne doute pas de sa définition être une femme, on s'est demandé c'était quoi être une mère dans les années 80 ? Enfin plutôt une mère allaitante. Parce que si vous nous écoutez, c'est potentiellement parce que vous allaitez ou vous voulez allaiter. Et si nos calculs sont bons, vous êtes sûrement génération SO 80-90 où on frôle à la limite les 2000. Ambiance, Walkman, cassette, VHS, Inspecteur Gadget, Club Dorothée, Naf Naf, Chippy et Polly Pocket. On va voyager un peu dans le temps, c'est parti. Alors ce qui m'a un peu intriguée, moi, quand j'ai commencé à accompagner des femmes autour de l'allaitement, des femmes potentiellement de mon âge donc, c'est une phrase qui est souvent revenue chez les femmes enceintes, c'est « moi, ma mère m'a pas allaitée parce qu'à la maternité, on lui a dit qu'elle avait pas de lait. Donc j'espère que ça va marcher pour moi parce que peut-être que c'est génétique. » Et c'est revenu très souvent cette phrase, et du coup la question c'est, il s'est passé quoi dans les années 80 ? C'est quoi cette épidémie de manque de lait des années 80 ? Alors, à l'époque, on a quelques chiffres qu'on a trouvés sur le site de la Leche League. On sait que fin des années 70, le taux d'allaitement était de moins de 50%, donc en dessous de la moyenne. On n'a pas de données sur la durée des allaitements. Le taux d'allaitement, c'est le taux d'initiation d'allaitement, mais du coup qui est déjà assez faible. Et si on écoute nos mères, on sait que c'était pas un manque d'envie en fait, mais plutôt un manque d'information ou un problème visiblement qui était établi à la maternité, que les femmes n'avaient pas assez de lait. Mais du coup, c'est quoi ? D'où ça vient ce truc ? Pour en parler aujourd'hui, on reçoit une mère des années 80, une icône de l'allaitement pour moi des années 80. C'est Annick. Annick, elle a eu 2 filles, une en 84 et une en 88, toutes les deux allaitées longtemps même pour l'époque. On va décortiquer l'histoire pour comprendre comment on est arrivé à croire que les femmes n'étaient plus capables. On va écouter Annick nous raconter son histoire, une histoire de mère, une histoire de transmission, une histoire de flambeau qui se passe de femme en femme, d'amie en amie, d'infirmière puéricultrice en mère très jeune vivant en foyer, de mère en fille aussi, pour arriver à aujourd'hui. C'est l'heure de la tétée. Alors on va calmer le suspense tout de suite. Sans Annick, le podcast ne pourrait pas exister puisque Annick, c'est ma maman. Alors moi, Annick, je la connais depuis peu, mais je veux qu'elle m'adopte. Elle est moins chaude, bizarrement. Mais Annick, c'est la force tranquille, la sagesse. Dès qu'elle dit quelque chose, on l'écoute, on la croit. Elle a tellement d'histoires sur l'allaitement à raconter. Bon, et aussi, elle garde mes enfants dès que j'ai une galère de garde, mais je dis vraiment pas ça pour intérêt. Et quand, avec Hélène, on décide d'aller à la piscine sans nos maris, avec nos 4 enfants, bon, autant vous dire l'expédition, limite, elle nous supplie de venir avec nous pour nous aider. Et une fois sur place, elle surveille tes enfants, te porte tes sacs et te fait même un reportage photo et vidéo de la session piscine. Moi, Annick, adopte-moi s'il te plaît. Bon, ma vraie mère, elle écoute pas les podcasts, elle croit que je fais un skyblog, donc c'est bon. Bref, Annick, je t'admire et je te remercie d'être là à notre micro. Bonjour maman. Salut. Alors, présente-toi, Annick, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton métier, enfin de ton ancien métier, de ton histoire d'allaitement, même si nous allons y revenir tout au long de l'épisode. Oui, je m'appelle Annick. Quel âge tu as ? Oh là là, bientôt 70, ça veut dire oui, en effet, dans les années 80, j'ai eu mes enfants. En départ, je voulais 6. Bon, je me suis arrêtée à 2. Mais du coup, j'ai un peu adopté les enfants de mes filles. Et qu'est-ce que tu as fait comme études ? Alors, j'ai fait des études d'infirmière. J'ai beaucoup cherché ce que je voulais faire. Je voulais vraiment m'occuper d'enfants. Et des études d'infirmière à condition de faire des études de puériculture après. Et donc, j'ai enchaîné tout de suite, ce qui n'était pas souvent autorisé, mais j'ai fait les études d'infirmière et les études de puéricultrice dans la foulée. Et j'ai toujours travaillé auprès d'enfants, pas vraiment à l'hôpital, en crèche, en foyer, à l'école. On va y revenir, mais le gros de ta carrière, c'est que tu as été infirmière puéricultrice dans un foyer maternel, donc c'est un foyer où il y avait des filles mineures qui venaient accoucher, et puis élever leur enfant jusqu'à leurs 18 ans. J'ai accompagné des très très jeunes mamans.
Alors, on va reprendre un petit peu. Pour comprendre pourquoi on a peu allaité, ce qui n'est pas ton cas dans les années 80, on va faire un peu de contexte historique, je le dis. Pour comprendre où on va, il faut savoir d'où on vient. Alors, déjà, il faut savoir que de tout temps, depuis toujours, il y a eu des recherches de solutions alternatives à l'allaitement. Ne serait-ce que pour garantir la survie de l'espèce, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il fut une époque où on mourait en couche et qu'il fallait quand même nourrir le bébé qui était né. Donc, on avait recours à des nourrices, c'est-à-dire d'autres femmes qui donnaient leur propre lait. On avait recours à des laits d'animaux, de vaches, de brebis, de chèvres qu'on mélangeait avec de l'eau qui n'était pas forcément purifiée à l'époque, donc c'était assez dangereux. Puis le lait était un risque bactériologique, puisqu'aujourd'hui il est pasteurisé, c'était pas le cas. On donnait aussi des bouillies, et pareil, c'était pas super. Au début du XXe siècle, donc les années 1900, c'est l'avènement de ce qu'on dit la puriculture moderne. En gros, l'allaitement, le fait de s'occuper des bébés, ça avait toujours été une affaire de femme, de quelque chose qui se transmettait de mère en fille, en famille. Et là, on arrive en fait avec des médecins, des hommes du coup à l'époque, qui veulent expliquer aux femmes comment ça marche. Médecine s'en mêle et on a l'idée, après avoir observé des veaux, de dire on va rythmer des bébés. Ça, on le doit beaucoup à un homme qui s'appelle Frédéric Truby-King, qui était un médecin néo-zélandais, qui a écrit un livre, en fait, qui a théorisé tout ça, dans les, 1910, je crois. Le livre s'appelle Feeding and Care of Baby. Alors, vous n'êtes pas obligé de le lire, mais en gros, il a donc théorisé en disant qu'un bébé devait dormir 12 heures par nuit, devait faire 4 repas par jour, et que les pleurs étaient finalement un caprice auquel il ne fallait pas céder. On retrouve aussi des phrases comme le pleur et le cri est un excellent exercice pour les poumons. Si je vous parle de ça, c'est parce que cet enseignement-là, qui nous paraît complètement dépassé et faux aujourd'hui, il a été enseigné jusque dans les années 40. Donc si on se dit qu'il a été enseigné jusque dans les années 40, les personnes qui ont accouché dans les années 80, en fait, les gens qui les ont entourés, c'est cet enseignement-là qu'ils ont reçu. Et aujourd'hui encore, vous pouvez l'entendre par des personnes évidemment plus âgées, mais laisse-le pleurer, ça lui fait des poumons. Pas forcément de façon ironique en fait. Enfin, nous on le dit pour rigoler, mais là c'est pas de l'ironie, c'est vraiment un truc qui a été ancré dans les enseignements de médecine et de puriculture. Donc il faut quand même comprendre que les soignants à une époque ont reçu un enseignement aujourd'hui qu'on sait qui est faux, mais qui était complètement délétère à l'allaitement, puisque on en a déjà parlé, mais si on met un bébé au sein que toutes les 4 heures, l'établissement d'allaitement il est compliqué. Les calculs sont pas bons du tout. Donc c'est vraiment un problème de formation des soignants et un mauvais accompagnement. Je sais pas, maman, est-ce que tu te rappelles, toi, avoir reçu des mauvais conseils quand tu as eu Adeline ? Non, alors j'ai pas reçu de mauvais conseils à la maternité, parce que dans le placard de ma chambre, quand j'ai eu le droit de me lever, parce qu'à l'époque on n'avait pas le droit de se lever quand on voulait, j'ai vu qu'il y avait mon nom et ma profession. Et je crois que toute personne qui rentrait dans la chambre n'osait pas me parler. Donc j'ai eu la paix. Oui, donc t'as pas eu de conseils. Non. T'as pas eu de mauvais ni de mais bons t'en as conseils, pas demandé en fait. non plus, je crois. Non, je suis quand même allée au cours de préparation à l'allaitement. Il y en avait. Donc, du coup, t'as pas bénéficié des mauvais conseils, c'est déjà. Non, déjà, j'ai pas eu de mauvais conseils. Et puis il y a aussi, on va en parler, le XXe siècle, c'est aussi l'avènement des préparations commerciales pour nourrissons. Oui, jusqu'à peu, il n'existait pas d'alternative à l'allaitement maternel. On a tenté du lait de chèvre, de vache, d'ânesse, pur ou modifié. Pareil pour les biberons qui existent depuis l'Antiquité, mais pas du tout hygiéniques, en matière douteuse et non nettoyable facilement. Et c'est au XIXe siècle qu'on commence à pasteuriser le lait et stériliser les biberons et tétines. Ouf! À partir de 1910, on commence à réglementer même les biberons et les laits. On constate donc, quand on fait des recherches, qu'une baisse de l'allaitement au milieu du XXe siècle a lieu. En effet, dans les années 50 et 60, les progrès technologiques d'industrialisation des préparations pour nourrissons ont conduit à une diminution marquée de l'allaitement. Le lait artificiel étant souvent présenté comme une option moderne et pratique, tandis que l'allaitement maternel était parfois perçu comme désuet, voire réservé aux familles modestes. Je ne sais pas, toi, ce que tu as ressenti quand on te parlait de préparation pour nourrisson, de lait... Moi, ma belle-mère voulait absolument que je nourrisse mon enfant avec du lait Gloria. C'était un des leaders, le lait Gloria à l'époque. Ouais. Et sur les biberons Raymond, il y avait d'ailleurs les traits pour dire combien de lait Gloria à 3 mois, combien de lait Gloria à 4 mois, combien à 5 mois. Je crois que je l'ai gardé, ce biberon. Et ça, d'ailleurs, c'est une question de journée. Papa, il a été allaité ou pas ? Tu sais ou pas ? Non, je pense pas.
Je pense pas. C'était direct au biberon. Je pense pas, puisqu'elle m'a tellement vanté le lait Gloria. Oui, parce que ton père, il est né aux États-Unis. Et aux États-Unis, on donnait du lait Gloria, soi-disant. D'accord. On parle de cet avènement des préparations commerciales pour nourrissons. Alors ça répond au début à un vrai besoin. On en a parlé, on cherchait des alternatives à l'allaitement coûte que coûte, quitte des fois à faire, entre guillemets, mourir les bébés ou à les faire grandir en mauvaise santé. Le fait de pouvoir faire des poudres de lait, entre guillemets, pas entre guillemets, safe, qui permettent une bonne croissance, c'est une révolution et ça répond à une demande. On peut critiquer le marketing autour de ça et on va en parler. En revanche, le fait que le produit existe, encore une fois, on ne le critique pas. Ça sauve des vies, bien sûr. Ça sauve des vies. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu donc, cette industrialisation et vraiment beaucoup d'argent mené. Et à l'époque, alors quand on s'est un peu renseigné, on a lu ça et toi, tu m'en avais parlé, il y avait ce qu'on appelait dans les hôpitaux, alors à l'époque on parle des années 70-80, des tours de lait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était qu'un tour de lait ? Ah oui, parce que moi je l'ai vécu. En fait, dans mon stage de maternité, on devait faire les toilettes, vider les pots de chambre et tout ça, c'était pas très agréable. Et puis on pouvait distribuer le lait, moi je trouvais ça très chouette. Donc en fait j'avais un petit chariot avec des boîtes de lait. J'allais dans les chambres des mamans, des sorties, et puis je leur donnais une boîte de lait, je trouvais ça très bien, surtout aux mamans allaitantes, en disant que vous allez rentrer chez vous, vous allez être super fatiguée, vous serez trop contente d'avoir une boîte de lait pour pas que votre mari doive courir à la pharmacie. Horreur, j'ai fait foirer des allaitements et je le regrette amèrement. J'aurais mieux fait de leur dire, bah oui, remettez votre bébé au sein, couchez-vous et mettez-le 24-24 et ça va revenir. Mais c'est ce qu'on te disait de dire. Ah oui, moi j'avais le discours, on m'avait dit, moi la petite jeune, allez hop, allez distribuer vos boîtes de lait. Bon, pourquoi pas à des mamans qui n'allaitaient pas, c'est un petit cadeau. Mais bon, et dans les boîtes roses qu'on donnait à l'époque aussi, il y avait un biberon, une tétine, enfin... Voilà, il n'y avait rien pour encourager l'allaitement maternel. Et du coup, ce qui est important de noter, c'est que ces tours de lait, c'était quelque chose qui était offert par les laboratoires aux maternités. C'est pour ça qu'on dit des tours de lait, c'est que ça tournait. En fait, c'était pas toujours la même marque, mais vraiment, ils fournissaient les biberons, la poudre de préparation. Donc voilà, c'était vraiment un conflit d'intérêts dans le sens où la maternité était contente de recevoir ça gratuitement. Ce truc-là, ça a été interdit en 1998, donc c'est pas si lointain. Et c'est aussi, alors moi je le dis du coup au côté pharmacie, c'est quelque chose qu'on entend encore. Alors là, c'est moins transparent parce que ça vient des labos, mais moi je l'ai déjà entendu en formation où on vient m'expliquer les poudres de lait en mode conseiller toujours à une maman à la sortie de la maternité de prendre une boîte comme ça, ben voilà, on sait jamais si ça marche pas et qu'en pleine nuit elle a plus de lait et que c'est dur, ben au moins elle doit pas trouver la pharmacie de garde et tout. Et en fait, quand on nous dit ça, on est là à se dire bah oui, c'est logique, mais quand on s'y connaît en allaitement, bah non, c'est pas logique non, parce que autant un enfant ne meurt pas de faim en fait. Voilà. Fait du pot à pot, c'est dur et tout ça, mais on sait qu'induire un biberon sur un allaitement pas lancé, pour le coup, ça peut être délétère à l'allaitement, donc c'est vraiment pas du tout une bonne idée d'avoir d'avance une boîte de lait chez soi en fait. Oui, et on peut, en pleine nuit, toute seule avec son bébé qui hurle, on peut vite se décourager alors que il suffit des fois juste un peu de pot à pot et qui t'aide bien pour relancer la lactation. Donc moi je suis un peu choquée de ces tours de lait et ça n'existe plus maintenant heureusement, mais je pense qu'il y a quand même des choses un peu détournées qui existent toujours, mais là voilà. C'était vraiment assumé et puis voilà, maman tu l'as dit, toi t'étais jeune, tu savais pas, mais t'avais l'impression de rendre service en fait. Tout à fait. Voilà, oui, c'était un petit cadeau, c'était sympa. Puis les gens me disaient merci. Que maintenant, mais je sais que j'ai eu une boîte rose donc c'est les cadeaux qui vous sont donnés quand vous allez à la maternité, en fonction des maternités. J'ai eu une boîte rose pour Léon. Et alors, il y avait peut-être un biberon dedans, je suis pas sûre. Mais je crois que ça avait fait justement un peu polémique à l'époque que, oui, il y avait une marque de préparation commerciale pour nourrissons qui fournissait quelque chose dans la boîte. C'était pas de la poudre, c'est sûr, mais c'était un truc genre un biberon, un truc comme ça. Et que le concept de cette boîte rose ne respectait pas le code OMS sur lequel on va revenir. Il y a un autre facteur qui peut expliquer, donc on a parlé des tours de lait, on a parlé de la puriculture moderne qui donne des mauvais conseils. Il y a un autre facteur qui peut expliquer la baisse d'allaitement dans ces années-là, c'est un certain féminisme. Simone de Beauvoir et tant d'autres, elle soutenait que le biberon était un moyen d'émancipation des femmes. Heureusement, les années 80 voient un retour à une vision plus positive de l'allaitement, soulignant son rôle naturel et ses bénéfices. Mais c'est vrai qu'avant, les féministes de l'époque trouvaient que donner le sein, c'était être asservi à son enfant, un peu l'esclave de son enfant, pas du tout dans l'ère de l'émancipation de la femme.
Alors après, ça s'explique et ça le comprend, parce que Simone de Beauvoir, c'est les années 50. Enfin, Le deuxième siècle, post-guerre, en tout cas. quoi. Ouais. Voilà, c'est pas un asservissement à son enfant, c'est un asservissement à son mari à l'époque. Mais voilà, les femmes étaient cantonnées à un rôle de génitrice à la maison. Donc il faut savoir qu'une femme ne pouvait pas avoir son propre compte en banque. Enfin, voilà. Et du coup, il y a eu vraiment, en effet, ce rejet de l'allaitement dans les années 60. Toi, maman, du coup, ta maman, elle avait quel âge dans les années 60 ? Elle est née en 32. Ouais, bah du coup, la trentaine. Oui, donc toi, t'avais 5 ans. Donc est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'elle a ressenti ? Est-ce qu'elle t'a allaité, ta maman ? Oui, oui, maman m'a allaitée. Et j'ai le souvenir de ma mère allaitant mon frère, puisque entre mon frère et moi, il y avait 7 ans de différence, donc j'ai des bons souvenirs. Et une anecdote un peu rigolote que personne connaît, c'est que ma mère, elle avait un téton ombiliqué et pas l'autre. Et je me souviens tout à fait, je pensais que toutes les femmes étaient comme ça en plus, parce que dans ces années-là, on n'était pas très prudes, en fait, c'était un peu la mode de se balader à poil devant les enfants. Et elle disait « Ah oui, celui-là, il va moins bien ». C'était rigolo, mais bon. Mais elle allaitait mon frère, je pense, longtemps, mes tantes aussi. Enfin, autour de moi, j'avais la chance d'avoir des femmes qui allaitaient et qui allaitaient devant, dans les réunions de famille, tout ça, j'ai vu. Et pourtant, donc moi, j'ai pas connu ma grand-mère, mais je sais qu'elle était assez féministe. Elle conduisait, elle a divorcé. Oui, tout à fait. Donc c'est pas incompatible. Mais du coup, voilà, elle t'a jamais montré l'allaitement comme un asservissement. Elle le vivait pas comme ça, en fait. Non, mais en fait, elle était d'une famille nombreuse. Je pense qu'elle a élevé ses frères et sœurs, puisqu'ils étaient 8, et que sa mère, à elle, est décédée à la naissance du 8e. Et elle était très pour les choses naturelles, et l'allaitement, pour elle, ça coulait de source. Est-ce que toi, ça t'a donné envie d'allaiter, de voir ta mère, tes tantes Je ne sais même pas si c'est une envie. Pour moi, c'était la norme. Et puis, et alors après, quand j'ai fait mes études de puériculture, je me suis dit, ah là, il faut vraiment que j'allaite mes enfants, parce que comment je pourrais aider après, dans ma profession, quelqu'un qui allaite si moi, j'ai pas allaité. Parce que je me souviens d'une sage-femme qui avait dit, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas accouché. Puis je me disais, comment elle peut faire des accouchements ? Bon, sans doute, c'est possible, mais je trouvais ça bizarre. On a du coup parlé de tout ce qui a été délétère à l'allaitement, mais on sait que dans les années 80, il y a eu un frémissement. C'est à ce moment-là, en fait, que les choses ont peut-être un peu changé. On peut parler, donc, en fait, il y a commencé à avoir des recherches un peu poussées sur le lait maternel. En fait, dans les années 70-80, on revient à dire, ce qu'on disait en fait avant, qu'il y ait des préparations commerciales pour nourrissons, on se dit, mais en fait, peut-être que le lait maternel, c'est plus adapté à l'enfant, c'est mieux pour sa santé. Donc il y a des recherches qui vont dans ce sens-là, et il y a des frémissements, encore une fois, des politiques de santé publique qui commencent à aller en faveur de l'allaitement. Et on a aussi une émergence à ce moment-là des groupes de soutien, c'est la Leche League, d'abord aux États-Unis, puis en 79 en France. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive à ce moment-là. Est-ce que tu as connu ça, toi, maman ? Ah oui, tout à fait. Alors, c'est rigolo. Pendant mes études d'infirmière, il y avait des conférences, quelquefois, à l'heure du midi. Et il y en avait une, notamment, avec une dame qui était venue. Et puis, on m'avait dit, ah oui, elle fait une conférence parce qu'elle allait toujours un enfant de 4 ans. J'avais dit, elle est complètement cinglée, celle-là. Évidemment, aller à la cafette avec les copines ou aller à la conférence, je suis allée à la cafette. Bon, et voilà. Et j'ai allaité ma première fille, ça s'est plutôt passé facilement, je me suis pas posé de questions. Et à ma deuxième fille, j'ai une copine puéricultrice qui m'a dit, si tu veux, il y a des réunions pour l'allaitement, viens avec ton bébé dans les bras ou au sein, c'est comme tu veux. Bon, j'y suis allée, c'était une réunion de Leche League. Et en fait, c'est là où j'ai appris plein de trucs, des choses que je savais, mais je ne les avais pas expérimentées. C'était des réunions très sympas où chacun ramenait son petit goûter. On était assises pendant 2 heures avec les copines. Tout le monde allaitait, donc voilà. Et ce qui était extraordinaire, c'est que le lendemain, on avait plein de lait. Parce qu'évidemment, on passait 2 heures assises avec un bébé au sein. Pour finir, il y avait des bambins et tout. Là, j'ai vu des mamans. Je crois que c'est très, très important de voir quelqu'un qui allaite. On a beau raconter tout ce qu'on veut, écouter tout ce qu'on veut, voir des dessins. Le fait d'être assise à côté d'une mère qui allaite, on s'imprègne de ça et ça nous semble tout à fait naturel. Et donc, tu en as un petit peu parlé. Donc, ma grande sœur Adeline est née en 1984. Tu as dit que ça avait été facile au niveau de l'allaitement. Est-ce que tu travaillais à l'époque ?
Ah oui, je travaillais. Et donc, tout naturellement, au bout de 3 mois, 4 mois, avec les congés, j'ai repris le boulot. Et puis, j'avais eu par une marque de lait d'ailleurs, on se souvient très bien, un stock de boîtes que j'ai mis chez la nounou. Et je pratiquais l'allaitement mixte. Mais j'avais la chance d'avoir un travail posté en crèche, ce qui fait que je travaillais de 7h à 15h. Je pense que c'est ça quand même qui a sauvé l'allaitement. J'allaitais le matin, j'allaitais l'après-midi, j'allaitais la nuit, j'allaitais beaucoup les week-ends. Et en fait, elle était mixte, direct, de 4 mois. Et je me souviens très bien du sevrage, puisque j'étais à la piscine et je voulais absolument l'allaiter parce qu'on faisait les bébés nageurs. Et les bébés nageurs, les bébés dans l'eau, évidemment, se refroidissent et ont besoin de calories. Et le maître nageur nous avait dit, vite, prenez des biberons avec. Et moi, je la mettais au sein et je la forçais un petit peu à boire après cette séance. Et en fait, elle prenait mon sein, elle faisait... Elle le crachait, j'étais dégoûtée. Bon, et ça se finit comme ça. Et t'as jamais tiré ton lait? J'ai jamais tiré mon lait, j'ai jamais eu pensé. Pour moi, tirer le lait, c'était pour donner du lait au lactarium. Il y avait des grosses machines. J'ai jamais pensé à faire des réserves de lait. Puis bon, j'avais le discours, le lait en poudre, c'est très très bon. C'est du lait maternisé, on disait à l'époque. Maintenant, on n'a plus le droit de dire ça. Voilà. Mais je savais que le lait maternel, c'était bon. Mais pour moi, elle avait les anticorps et tout ça suffisamment. Bon, puis aussi, à 4 mois, même à 3 mois, je pense qu'on donnait déjà des petits pots de carottes. Et à 4 mois, voilà. C'était pas la même diététique que maintenant. Et de 7h, 15h, sans tirer 8 heures d'affilée, t'avais pas d'engorgement à la crèche? Tu te rappelles peut-être pas, mais... Non, je pense pas. Non, mais je me souviens, oui. Quand j'étais en vacances, donc les tout premiers mois, effectivement, j'avais du lait qui coule. D'ailleurs, je pouvais pas m'acheter de maillot de bain parce que je pouvais pas en essayer. J'avais du lait qui coulait tout le temps. Mais à la crèche, non. Moi, je fais ça au final. C'est pareil, je suis vraiment ta fille à 2 petits. C'est vrai que moi, je sais que Léon, j'ai repris le travail tôt et bon, moi, je tirais mon lait. Et en fait, c'était mon obsession de ne plus avoir de lait. Après, voilà, ça, on sait que c'est pas forcément possible pour tout le monde, de ne pas tirer pendant 8 heures. Ça dépend des réserves de votre glande mammaire. Et voilà, mais du coup, c'est bien d'avoir cet exemple-là, de savoir qu'on peut faire un allaitement mixte direct qui dure 9 mois, en fait, donc un allaitement long. Sans forcément tirer en reprenant le travail. Des fois, il faut aussi peut-être un peu se détendre de tout ça. Se désintellectualiser. Oui. Donc là, on a parlé d'Adeline, maintenant on va parler de moi. Alors, moi, je suis née en 1988 et alors, j'en parle souvent, je ne parle que d'allaitement dans la vie. J'ai été allaitée entre 3 et 4 ans, mais je n'en ai aucun souvenir. Je ne sais pas pourquoi je dis 3, parce que je ne me rappelle pas, et ma mère dit c'est plutôt 4, donc on va croire ma mère. Pour moi, est-ce que tu travaillais encore ? Ah non, mais j'avais arrêté aux 2 ans de ma fille aînée, parce que vraiment, j'avais vraiment envie de m'occuper de mes enfants, et c'était trop. Dans mon boulot, j'avais l'impression de prendre mon travail de maison au boulot, et mon travail de boulot à la maison. Et là, j'ai vraiment fait une pause, et j'ai dit, si je veux un autre enfant, je veux pas travailler, je veux vraiment m'occuper que d'elle. Et puis, ma nounou, que j'aimais beaucoup, en plus, m'a lâchée, elle a déménagé. Voilà, et... Je me voyais pas ne pas élever ma fille moi-même. Donc, à la naissance de ma deuxième, je ne travaillais pas. C'était un vrai bonheur, m'occuper que d'elle. Et est-ce que tu te projetais dans un allaitement long ou pas ? Tu as parlé de l'expérience de la dame que tu avais vue en disant c'est dégueulasse d'allaiter 4 ans. Pas dégueulasse, mais c'était bizarre. Non, mais voilà. Et du coup, oui, tout à fait, à la sortie de maternité, quasiment, je suis allée aux réunions d'allaitage où j'ai vu des enfants plus grands. Et on disait bien, on allaite le temps qu'on a envie. Un jour, un mois, on ne sait pas, on verra bien. Et en fait, jour après jour, non, j'avais pas du tout l'idée de faire un allaitement long, mais ça marchait tellement bien, c'était tellement facile. Je suis partie en vacances dans le sud, je devais rien prendre à part une paire de couches quand même. Voilà, et de semaine en semaine, de mois en mois, ça a continué, c'était rigolo. Bien sûr, elle mangeait de tout, hein. Elle mangeait même de la pizza que je mâchouillais pour lui donner quand j'étais en voiture et que j'avais rien d'autre. Plus le sein, ça allait très très bien. Et voilà, elle est allée à l'école. J'avais une copine d'ailleurs dont la fille disait les enfants à l'école, c'est des bébés, ils boivent encore des biberons. Donc, non, moi et mon ami, les enfants allaient à l'école avec juste une tétée dans le ventre. Ça a duré assez longtemps. Je peux pas dire le sevrage, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de sevrage. Je suis toujours allaitée. Donc voilà, ça c'est, je sais pas, sans doute, elle t'était plus, puis un jour elle tombait
je ne vais pas dire en vélo, parce qu'elle ne faisait pas de vélo, mais elle tombait, et puis du coup, je la reprenais au sein pour la consoler, parce que c'était un bon moyen, et elle retétait un peu. Et autour de toi, est-ce que tes copines, elles allaitaient ? Ah oui, alors là c'est rigolo, je crois que j'ai fait un groupie, parce que toutes mes copines ont allaité, franchement. C'est vrai que... Hein ? Grâce à toi. Oui, peut-être c'était un peu l'époque, baba cool, voilà. Et c'est vrai que j'ai fait des adeptes, elles trouvaient ça rigolo. Moi, je suis allée au cinéma avec ma fille, Adeline. Elle avait quelques mois, et au cinéma, sous le pull. Voilà, personne n'a vu, parce que j'avais envie d'aller au cinéma, et puis j'avais pas envie de confier ma fille à quelqu'un. Donc, allaitante. Et c'est vrai que toutes mes copines ont allaité. Et alors, je savais tellement que c'était... Enfin, ça pouvait être difficile à la maternité, que je profitais de ma profession pour aller en dehors des visites et aller leur masser les seins. Alors, je crois que j'oserais plus faire ça maintenant, plus du tout, mais je me souviens très bien, parce que je savais bien qu'au 2e, 3e jour, on avait les seins gonflés, mal et tout ça, qu'on savait pas quoi faire et pas de solution. Et moi, j'allais masser les seins, leur mettais des gants de toilette chauds, des gants de toilette froids. Je mettais pas le bébé au sein, ça c'était les puéricultrices de l'époque qui faisaient la mise au sein, la fameuse mise au sein. Mise au sein un peu forcée. Ouais, un peu forcée, non, mais simplement, moi, je m'occupais de leur sein, pas de leur... voilà. Et oui, et autour de moi, franchement, tout le monde a allaité. Et dans mon boulot, après, d'accompagnement de jeunes mamans, en fait, j'avais 100% d'allaitement, mais sans le vouloir. Mais il y avait tellement de photos de mamans allaitantes, puis après, je les prenais en photo, je les mettais dans mon infirmerie, ce qui fait que... puis elles étaient fières, en fait. Je trouve qu'il y a une fierté quand même quand on a son enfant et qu'on dit oh, vous avez vu, il grossit, c'est juste grâce à moi. Parce qu'on parle donc du foyer, c'était des filles qui avaient entre 13 et 18 ans, je crois. Oui, c'était très très jeune maman. Ouais. Et qui avaient souvent peu de repères familiaux. Peu de ressources, peu de... Et donc, toi, du coup, c'est en gros en faisant un peu une mode, non ? Il y en a une qui a allaité. Puis... Oui, c'est ça. Oui, je me souviens. La première qui a allaité, c'est Aline. Je m'en souviens très bien. Voilà, Aline qui voulait se faire prendre en photo avec ses seins, ses coquilles d'allaitement, qui allait en boîte de nuit avec ses coquilles d'allaitement, et tout ça. Et puis peut-être aussi l'esprit revanchard, elle voulait pas faire comme leur mère. Et moi, j'allaite. Moi, je suis une bonne mère, j'allaite. Et bon, elles allaitaient pas très longtemps. Mais je crois aussi qu'elles étaient très jeunes. Et j'ai l'impression quand même, j'ai pas d'études là-dessus, que plus on est jeune, plus c'est facile. Sans doute, on a plein d'hormones, j'en sais rien. Et on se pose moins de questions aussi, je pense. Aussi, ouais. Ah, elle ne se posait pas du tout de questions, là. C'était évident. Mettez le bébé au sein. Et du coup, toi, le fait d'avoir conseillé tes copines, les filles du foyer, toucher les nénés de toutes tes copines, est-ce que ça t'a donné envie de te former plus dans l'allaitement ? Alors, oui, j'ai eu envie à un moment. D'ailleurs, la Leche League m'a approchée. Sauf que j'avais 2 filles, et je suis un peu féministe quand même, et je me disais, il faut que je travaille pour que mes filles aient le goût de travailler. Je peux pas rester une mère au foyer et leur donner cet exemple-là. Donc il fallait que je retravaille. Et puis j'aimais mon boulot. Donc j'ai lâché ça. j'ai lâché ça. Je l'ai fait pour mes copines, mais j'en ai pas fait un métier. En fait, bon, je l'ai fait à l'accompagnement des jeunes, voilà, mais j'ai pas fait de formation, et je suis très très fière que ma fille l'ait faite, du coup. On dit toujours nos enfants font ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on avait envie, mais c'est le cas. Donc là, tu parles de fierté. Est-ce que tu es fière d'avoir planté cette graine dans le cerveau de tes copines, des filles dont tu t'occupais au foyer, et de tes 2 filles, parce que les 2 ont allaité? Tu te rends compte que tu as aidé quand même plein de femmes dans leur allaitement. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, je ne suis pas fière, parce que je ne veux pas promouvoir ça absolument. Je pense que les gens doivent choisir, faire ce qu'ils veulent, mais celles qui veulent allaiter, je veux qu'on leur donne les moyens. Et voilà, et je pense que c'est surtout l'exemple de montrer, d'aider celles qui veulent, mais fière, non. Je ne fais pas un combat, je ne veux pas que ça soit un combat. Je pense que c'est aussi peut-être ce qu'on ressent. On l'a aussi, je pense, en tant que soignant. En fait, on n'est pas fier de faire quelque chose. T'es content d'aider, d'être à ta place, d'accompagner les gens. Mais même pas, c'est le fait de les aider, en fait. Parce que moi,
quand on conseille en allaitement, on veut pas à tout prix que la personne allaite, on veut juste qu'elle obtienne le résultat qu'elle veut. Et qu'elle le vive bien. Voilà, et qu'elle le vive bien. Oui, nous on veut accompagner le choix. On fait ce podcast aussi grâce à toi Annick, ça, on l'a déjà dit, mais c'est pour transmettre, parce que nous, nos allaitements ont quand même roulé. Il y a eu des petites embûches, mais tout s'est bien passé en général, globalement. Et c'est vrai que si toutes les mamans peuvent avoir le même allaitement que nous, et que toi, Annick, c'est vrai que c'est pour ça que le podcast existe. Oui, alors je suis contente que vous fassiez ce podcast, parce que c'est important que ça soit aussi validé par des professionnels de santé. Et dernière question, quel est ton conseil préféré en allaitement ? C'est l'accompagnement, et c'est de montrer. Ça sert à rien de dire l'allaitement c'est bien, l'allaitement c'est si. Voilà, faut montrer, faut être accompagné de mamans allaitantes, c'est ce qui se fait dans les groupes de la Leche League, d'être accompagné de personnes qui l'ont fait. Ouais, faut allaiter partout tout le temps, faut montrer. Attends. Il y a un petit truc aussi, on en a parlé en off, mais du coup on en a pas reparlé, c'est un truc qui me fait rire. Tu disais que t'allaitais par fainéantise. Oui, c'est tout à fait. Parce que t'allaites encore ? Fais pas me suer, faire préparer des biberons, de la poudre, du machin en pleine nuit. Non. Je mets le bébé au sein, je me rendors avec. Ouais, pour moi, c'était une épreuve de devoir me lever la nuit pour faire un biberon, allumer la lumière, tout reconstituer. Et du coup, c'est vrai que j'ai allaité longtemps Marin, et là je continue Simone parce que, elle rien à voir parce qu'en plus elle dort la nuit, mais ça me semblait inenvisageable de devoir me lever tellement j'aime dormir et sortir de la couverture du chaud de ton lit pour préparer un biberon. Donc oui, peut-être nous aussi, on est un peu fainéants. La simplicité. La simplicité. Alors, je voudrais quand même dire que le premier mois, c'est quand même le mois le plus difficile. Peut-être pas pour nous, mais pour la plupart des femmes qui, quelquefois, ont des engorgements, quelquefois ont des crevasses, etc. Et je pense à toutes ces femmes qui ont allaité qu'un mois. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'elles ont pris tout ce qu'il y avait de difficile. Et elles n'en ont pas profité. Alors quelquefois, il faut dire, allez, persévérez un petit peu, parce que vous verrez, après c'est facile. Mais c'est vrai que le premier mois, un bébé il tète un peu tout le temps, le jour et nuit. Et moi, le premier mois, j'avais même donné ma voiture à une copine qui n'en avait pas, en disant, de toute façon, je ne sortirai pas le premier mois. et franchement, tu peux parler de le mois d'or, là. Et bon, chez nous, ça n'existe pas, mais effectivement, il ne faut pas penser que le premier mois, avec ton bébé, tu feras autre chose que l'allaiter. Donc, bon, si tu as cette idée-là, c'est facile. Maintenant, si tu penses que tu vas faire plein de choses, effectivement, ça ne marchera pas. Ouais, on en revient à être bien préparé, bien informé avant la naissance du bébé pour essayer de vivre au mieux ce premier mois avec des possibles difficultés. Est-ce qu'on fait la conclusion ? On va peut-être conclure, refermer le chapitre des années 80, parce qu'on adore les années 80. Des femmes jusqu'au bout des seins. Les années 80 ont été un moment charnière dans l'histoire de l'allaitement en France, et on les remercie. Après avoir tué, entre guillemets, l'allaitement par des conseils inadaptés et un recours systématique aux préparations pour nourrissons, le corps médical change enfin de camp. Et c'est long, mais ça marche. Entre Code OMS, soutien aux mères via la Leche League et les recherches scientifiques autour du lait maternel, les taux d'allaitement commencent à remonter autour de la moitié des années 90. On parle souvent du fait de faire de l'allaitement un choix libre et éclairé. Or, quand on se penche sur l'histoire de l'allaitement en France, on sent que ce choix est influencé aussi par la politique de santé et l'histoire du pays. Mais l'intime, c'est politique. On en reparlera bientôt avec une super autrice qui a beaucoup écrit sur l'allaitement et le féminisme. En attendant, merci Annick pour ton témoignage, tes anecdotes, ta sagesse. Toi qui pensais ne pas avoir grand-chose à dire, j'espère qu'on t'a prouvé le contraire. Et merci aussi à toutes les autres Annick qui ont semé des petites graines. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boub Boub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.